Bienvenue sur Serendipity, le podcast qui parle de désir d'enfant et qui vous aide à vivre votre chemin vers la maternité de manière plus sereine et positive. Je suis Mélanie, naturopathe spécialisée en fertilité et j'accompagne les femmes qui ont des difficultés à avoir un enfant à reprendre les rênes de leur fertilité afin d'augmenter leurs chances de concevoir. Ma philosophie est que tout arrive pour une raison et que tout est juste, en dépit des apparences. Je pense que chaque épreuve peut être vécue comme une opportunité de grandir, remettre de la conscience dans nos vies et renaître. Je vous donne rendez-vous le 1er et le 15 de chaque mois pour découvrir le parcours de femmes qui ont réussi à transcender leurs difficultés à devenir mères, mais aussi des interviews de professionnels inspirants qui partagent leur approche de la fertilité et leurs méthodes pour vous accompagner sur ce chemin. Jacqueline a eu besoin de 5 ans pour avoir sa fille et elle a énormément souffert de ces années d'attente qui lui ont fait traverser une importante crise existentielle. Mais c'est aussi grâce à cette expérience qu'elle a pu approcher la fertilité et la conception sous différents angles, tant spirituellement que médicalement. Et c'est en se reconnectant à son intuition qu'elle a trouvé des réponses et qu'elle a pu enfin toucher du doigt son rêve d'avoir des enfants. Ce long chemin d'attente lui a permis d'appréhender la fertilité féminine, les différentes phases de la conception, le moindre détail technique de la PMA, mais aussi le pouvoir mental de l'humain et la spiritualité. Et c'est tout naturellement qu'elle a souhaité fonder Espace Fertile dans l'objectif d'aider à son tour les femmes et les couples en chemin vers la parentalité. Jacqueline n'a pas peur de le dire, ce désir de maternité était le but ultime de sa vie. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle a cheminé face à ses peurs, ses doutes, et comment elle a su les apprivoiser. On aborde également la PMA et comment la médecine répond à notre besoin de contrôle. On partage notre sentiment d'impuissance face à notre besoin d'action et aux injonctions de lâcher prise. On parle aussi de l'importance de reprendre notre responsabilité et de redevenir actrice de notre vie afin d'éviter l'impression de la subir. Elle nous présente enfin son accompagnement, ses formations et son livre, dans lesquels elle donne des clés pour créer un mieux-être mental, émotionnel et physique afin d'augmenter les chances de concevoir. J'aime beaucoup la vision de Jacqueline, pleine de poésie et de douceur. C'est une femme au grand cœur, animée par le merveilleux souhait d'aider les femmes à cheminer plus sereinement du désir d'enfant à l'enfant désiré. Bonjour Jacqueline, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te recevoir dans le podcast. J'espère que tu vas bien. Et pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter ? Bonjour Mélanie, merci à toi de m'avoir invité de parler et puis merci à vous de nous écouter. Alors, moi je suis d'abord une femme qui a vécu 5 ans de parcours d'infertilité, même si je n'aime pas du tout ce mot. Mais voilà, c'est le mot que vous connaissez tous, hein, le désir d'enfant, l'infertilité, médicalement inexpliqué au départ et puis expliqué plus tard par mes propres recherches que j'ai faites à travers différents pays. Ouais, tu vas nous raconter ça, ouais. Ouais, maintenant j'ai 2 enfants, donc j'ai Zoé et Léo qui ont déjà 4 ans et demi et 6 ans et demi. Donc Ouais. je suis aujourd'hui maman. Mon rêve s'est réalisé et puis voilà, c'était parti en 2014, j'ai accouché de ma fille. Après justement ces 5 ans de désir d'enfant. Aujourd'hui, je suis aussi coach en désir d'enfant en Suisse et puis j'accompagne des femmes et des couples sur leur chemin du désir d'enfant. Voilà un peu les différentes casquettes actuellement. Super, bah écoute, on va revenir sur chacune des casquettes justement et on va reprendre du tout début et comment a débuté ton désir d'enfant et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, ces 5 ans d'attente et de recherche et de doute et d'attente? Aïe, aïe, aïe. Et tu veux ça en combien de temps? Alors, il faut d'abord dire que pour moi, d'avoir des enfants était le seul et unique but de ma vie, hein, à part trouver l'homme. Mais l'homme allait un peu dans le cadre de mon plus grand rêve, c'est de devenir maman.
Et Ouais. quand j'ai enfin eu trouvé l'homme et on a assez rapidement décidé de fonder une famille, je me suis vraiment dit que ça allait aller très rapidement. Ouais. Et c'est vrai que j'étais très vite très angoissée à l'idée que bébé ne venait pas. Déjà après 1 ou 2 mois d'essai, j'étais déjà complètement dans l'angoisse que ça pourrait pas se produire. Et là déjà, Ouais. aujourd'hui je le sais, hein, mais c'est vraiment déjà se mettre la puce à l'oreille que quelque chose ne va pas. Parce que Ouais. quand on a un tel sentiment d'urgence, c'est que ça cache autre chose. Mais bon, Mm. après ça, c'est un chemin qui a duré des années. Oui, Donc au début, exactement. bien sûr, on a essayé de concevoir naturellement, avec toutes les souffrances qui vont avec les règles qui arrivent chaque fin de cycle. Donc cycle très régulier, hein. J'avais aucun signe qui pourrait dire que j'avais un problème de fertilité en fait. Vraiment, j'avais un Mm. cycle 14 jours l'ovulation, 28 jours les règles, etc. Donc au bout de 2 ans, ou 1 année et demie, je sais plus, on a consulté une spécialiste de la fertilité qui m'a fait un peu les premiers tests, donc tests sanguins et regarder si les trompes étaient perméables. Et puis elle a vu qu'il y avait une des trompes qui n'était pas tout à fait perméable. Et déjà là, elle m'a dit que ça allait être très difficile pour moi d'avoir des enfants. J'ai pas très bien compris comment elle arrive à arriver à ce Ah oui. diagnostic. Aujourd'hui, je sais pas comment elle est arrivée à ça parce que avoir une trompe qui fonctionne, ben, c'est déjà pas si Bah mal. oui. En plus, à l'époque, j'avais une trentaine d'années, donc 31 ou 32 ans, donc c'était pas non plus Ouais. très vieille. Mais voilà. Et puis, cette annonce-là a été un tel choc de me dire que je fonctionnais pas correctement, Ouais. que je ne voulais pas accepter. Hein. J'ai vraiment Mm. résisté contre cette médecin et contre ce qu'elle me disait. Donc, on a Ouais. continué à essayer naturellement pendant encore 1 ou 2 ans. Et puis, ben, malheureusement, il n'y avait pas de grossesse qui s'était déclarée. Donc, on est Ouais. passé à la FIV. Là aussi, il y avait eu un moment où, quand on m'a proposé la FIV, j'étais horrifiée. Pourquoi la Ouais. FIV tout de suite? Enfin voilà, je voulais absolument pas aller dans ce chemin-là parce que je pensais que si j'étais une bonne personne et qu'on s'aimait très fort avec mon mari, ben on allait avoir cet enfant naturellement. Ouais. Et ben, quand même, après, une fois que je me suis décidée pour la FIV, je l'ai vraiment fait de bon cœur et puis je l'ai fait vraiment très volontiers. Et je suis tombée enceinte tout de suite la première fois. D'accord. Et ben voilà, je me suis dit que c'était bon, ça avait marché, que j'allais avoir un enfant. Et puis non, j'ai eu mes règles quelques jours plus tard. Donc j'ai fait une fausse couche. Ouais. En France, il n'y a pas vraiment de terme. En allemand, il y a un terme qui s'appelle un départ précoce. Je trouve peut-être un peu Ouais. plus adapté parce que Un peu plus ça doux, ouais. faisait que quelques jours que j'étais enceinte. Mais voilà, la déception était à la hauteur de ma réjouissance. Mm. Et c'était très très dur parce que bien sûr, je me suis sentie punie par l'univers. Hein. Je me suis dit, mais de un, ils me font attendre, de deux, ils me font faire une FIV, et de trois, ils m'enlèvent ce bébé. Je comprenais vraiment Ouais. pas. Mm. Mais voilà, j'étais obligée, si on veut, de continuer malgré les souffrances et tout ça. Donc, à un moment donné aussi, c'est déclaré le cheminement du développement personnel, si j'ose dire, parce que je voulais savoir comment je pouvais, en plus du médical, mettre toutes les chances de mon côté pour déjà mieux réussir, si on veut, mais Mm. aussi d'être plus centrée dans ma vie. Voilà, parce que je me rendais bien compte que Ouais. ce manque d'enfants cachait autre chose. D'ailleurs, tous les thérapeutes et puis Mm. personnes que je voyais de tous les horizons m'ont bien dit que il fallait que je prenne ma place centrale de ma Mm. vie. Et je voulais vraiment pas entendre ça. Ouais. Mais aujourd'hui, je sais qu'ils ont raison. Et puis, Ouais. c'était d'ailleurs ça, finalement, une des clés. Hein, parce que quand on prend la place centrale de sa vie, on se reconnecte à son intuition. Et c'est finalement mon intuition qui m'a guidée Ouais. vers des tests desquels je lisais sur des blogs allemands qui m'ont conduite en Allemagne, D'accord. où on faisait des tests très poussés sur l'immunologie de la reproduction. Parce que suite à cette première grossesse que j'ai vécue, qui ont été accompagnés de symptômes, ben, j'ai compris que j'avais des symptômes quand même assez régulièrement, mais pas de grossesse. Mhm.
ce qui me mettait la puce à l'oreille voilà, de tous ces départs précoces, hein, parce que toutes les femmes en ont, mais on ne sait Mm. pas forcément qu'on les vit, parce que l'embryon part très tôt. Ouais. Et puis voilà, j'ai trouvé ma réponse finalement dans cette démarche en Allemagne. Ouais. Une démarche qui a simplement abouti dans des médicaments supplémentaires à ajouter à une FIV normale. Donc j'ai été en Espagne à la fin pour la FIV normale, comme toutes les FIV, et puis à ça, il s'est ajouté un protocole de l'Allemagne. Et puis finalement, ça a tout de suite marché pour Zoé la première fois. Et Léo, il est aussi de la même FIV, mais c'était après il y a eu un transfert entre deux qui n'a pas marché, puis le deuxième transfert après Zoé a donné la naissance à Léo. D'accord. Et ça consistait en quoi, ces tests, en fait, en Allemagne? Alors, si vous voulez, ces tests ont pour objectif d'étudier la dernière phase de la conception, c'est la nidation. C'est Ouais. l'implantation de l'embryon, parce que moi, suite à ces nombreux départs, j'ai vraiment étudié chaque jour après l'ovulation de ce qui se passait. Donc jour 1, Ouais. jour 2, jour 3. Et on se rend compte qu'une nidation peut avoir lieu depuis le jour J5 jusqu'au J10, 11. Et dans ce laps de temps, peut se passer plein de choses. C'est Mm. aussi un peu la black box de la procréation médicalement assistée, parce qu'on ne sait pas Mm. très bien Ouais. comment le corps de la femme gère l'acceptation de cet embryon qui n'est déjà à 50% pas d'elle. Hein. C'est comme un corps Oui. étranger. C'est un Oui. peu un miracle hein, que le corps de la femme Oui. accepte cette partie d'elle qui n'est pas d'elle. Et cette partie-là, c'est vraiment... Cette partie de l'immunologie se concentre sur le dialogue entre le corps de la mère et l'embryon pendant cette phase-là. Mhm. Et quand ce dialogue est défectueux, par exemple par un système immunitaire qui est trop peu actif, Mm. l'embryon peut être rejeté ou ne pas s'implanter. Et Mm. du coup, voilà, il y a plein de paramètres à vérifier. Et suite à ces paramètres qui sortent simplement par un test sanguin, ben, la D'accord. médecin en Allemagne va te dire, OK, alors là, je vois un problème de telle sorte. Et puis, elle te donne souvent des immunosuppresseurs hein, qui font que Ouais. l'embryon est accepté par le corps de la mère. D'accord, donc en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus léger quand même comme analyse que, le Matrice Lab en termes d'invasivité, je veux dire. C'est juste un test sanguin et tu as quand même des résultats hyper intéressants. Oui, c'est très intéressant. Maintenant, voilà, en termes de prix, déjà, on ne peut pas comparer parce que malheureusement, Ouais, ces tests sont très chers. Ils sont entre 6 000 et 7 000 euros. Je ne d'accord. sais pas pourquoi ils ont ce prix-là. Mmh. Je ne veux pas non plus juger si c'est adéquat ou pas adéquat. Ouais, Je sais ouais, simplement qu'ils desservent beaucoup de pays et beaucoup de couples désespérés parce que 80% des cas d'infertilité inexpliqués trouvent leur réponse dans cette voie-là. Et ouais. la France, la Suisse, et je crois la Belgique aussi, en tout cas, ils ne veulent pas en entendre parler. L'Espagne non plus. Pour eux, c'est toujours à titre expérimental D'accord. parce que on ne publie pas. La médecin qui fait ça, donc il y a je crois trois médecins qui font ça en Allemagne. Ils ne publient pas et donc les médecins des 12 autres pays ne peuvent pas s'appuyer Ouais, sur leur recherche ou ouais. sur leur pratique parce qu'ils ne publient Mmh pas. mh. Donc je D'accord, OK. comprends, les médecins peuvent finalement pas donner un traitement aux patientes quand ils n'ont pas de publication Bien en main. sûr. Ouais. J'ai beaucoup parlé aux médecins ici en Suisse et d'ailleurs aussi en Espagne, mais voilà, tant qu'ils ne publient pas, ils ne peuvent rien faire. Maintenant, j'aimerais simplement que les médecins aujourd'hui reconnaissent qu'il y a cette voie-là, même Mmh. s'ils ne la connaissent pas, de pas C'est dire ça, ça ne sert à rien. Comme ils ont dit à ça moi, c'est sûr. ça n'existe pas. Parce que c'est pas parce qu'ils ne connaissent pas que ça C'est n'existe pas. ça. Il y a Et c'est tellement ça de que choses comme j'insiste ça. vraiment, c'est qu'ils s'ouvrent un peu leurs horizons parce que ça fait plus d'une vingtaine d'années que l'Allemagne travaille avec ça. Et je connais vraiment des milliers de gens avec qui ça a marché.
Et Ouais, aujourd'hui, en Espagne, je connais une ou deux cliniques qui commencent à s'y intéresser, qui commencent à prescrire les médicaments qu'il faut, parce que c'est toujours un peu les ouais, mêmes médicaments, il n'y en a pas 30 000, il y en a ouais, 3 ou 4 qu'on peut prescrire, et puis qui ont des succès avec ça. ouais, d'accord. Ok. Mais c'est long, hein, Ouais, 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 ça c'est sûr. Et pourquoi tu as dû aller en Espagne pour faire tes FIV? parce que j'avais marre des Suisses. J'avais marre des Suisses qui me disent que voilà, et j'avais l'impression par tout ce que j'avais lu, parce que finalement c'est moi qui a expliqué à mon médecin ici, hein, toutes les choses. Donc Ouais, il y a un domaine que j'ai été clairement plus renseignée que lui, et puis il l'avouait. Hein, puis heureusement j'avais trouvé un médecin qui vraiment me suivait, et qui m'écoutait et ouais, qui m'aidait aussi à prescrire ce que l'Allemagne m'avait prescrit. Bien sûr, c'était un oui, médecin, c'était officiel, hein, j'avais un rapport officiel d'un médecin, j'aurais pu me ouais, procurer les médicaments en Allemagne sans problème, mais pour me faciliter la tâche, c'est lui après qui a pris le relais et qui les a prescrits ici en Suisse. Et ça m'a simplement aidé d'avoir moins d'embûches sur ce dernier bout de parcours grâce à ouais, lui. Mais d'accord. sinon, tout ce qui était... Tu vois, à l'époque, on parle encore de l'époque où on n'avait pas le droit d'avoir des embryons à J5. Ah oui, Alors d'accord. qu'aujourd'hui, tout le monde jure que par ça. À Ouais, ouais, l'époque, non. On n'avait pas le droit. La loi de Suisse, c'était encore, il fallait avoir un embryon à J1 ou J2 maximal, sinon on ne pouvait pas le d'accord. congeler, parce qu'à partir du J2, un embryon était considéré comme un être humain, donc on ne pouvait pas intervenir dans Ah, cette vie-là. Donc à l'époque, d'accord. j'avais aucune marge de manœuvre. Et moi, je voulais, parce que finalement, la FIV, c'est un test. Est-ce que ça marche mieux avec un J2? Est-ce que ça marche mieux avec un J3, avec un Ah J5? ouais. On n'a pas de certitude, on ne peut pas savoir. Est-ce que c'est Mm, mieux de... Après, en Espagne, il me disait non, nous on pense que c'est mieux de vous donner l'embryon à J2 ou à J3, parce que le plus vite qu'il est chez vous, le mieux c'est. Après, il y a toutes les visions et bah c'est les ça. opinions, mais Mm, personne n'a une certitude. Aucun non, ça médecin c'est peut sûr. dire avec certitude ce qui est bon pour Mm, l'embryon qu'il a entre les mains et que pour le corps de la femme qu'il a en face. C'est mm, chaque mm, fois individuellement différent. Et on peut essayer, on peut tenter, mais on n'a pas de certitude. mm. Ok. Un peu Et d'humilité, des fois, serait pas mal aussi. ça, c'est sûr. Surtout que cette médecine, il y a quand même quelques médecins qui reconnaissent qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès encore à faire dans cette médecine, puisque, comme on dit, il y a 20-25% de chances que ça réussisse. C'est l'une des médecines qui a le taux de réussite le plus bas au final, la PMA. Donc il y a une marge de progrès, de progression énorme au final. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec toi que certains médecins manquent un peu d'humilité sur le fait que pour le moment, ils n'ont pas de réponse et que je pense aussi que la, la procréation, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et qu'on ne maîtrisera sans doute pas totalement, qu'on ne maîtrisera peut-être jamais totalement en fait. Et après, c'est peut-être pas plus mal aussi qu'on le maîtrise pas totalement pour laisser un peu la place à la vie et j'allais dire au miracle, mais j'aime pas ce mot-là. J'aime pas dire que Mais il y a tu des as tout à miracles. fait raison. Euh, N'oublions jamais que la création d'une vie, c'est sacré. C'est ça. Et que la médecine répond aujourd'hui à notre envie maladive de contrôler. C'est ça. Ouais, moi, je m'inclus là-dedans. Mmh. Mmh. J'ai une maladif du contrôle. Et c'est d'ailleurs ça qui fait que le désir d'enfant non abouti nous déclenche une crise de vie. C'est parce qu'on Mmh. se trouve face à ce non-contrôle et on sent que là, on ne peut pas aller plus loin. Mmh. Et je crois que cette humilité et finalement, c'est qu'un miroir de la vie en général, parce qu'on se rend compte qu'on ne contrôlera jamais rien vraiment, que c'est qu'une illusion. Mmh. Et voilà, ça c'est un des éléments déclencheurs qui nous montre que non, on peut tenter de nous entourer de plus de sécurité possible, mais le dernier bout restera toujours un mystère de la vie. C'est ça. Et C'est ça. l'enfant est un de ces mystères aussi. Tu vois, maintenant que quand je suis face à mes clientes qui ont des grosses anxiétés par rapport au fait de tomber enceinte, ces anxiétés-là, elles continuent après. Parce que cette anxiété, c'est simplement lié à cette réalité du non-contrôle et on se rend compte Mmh. après que ça continue. On aura toujours Bien peur sûr. du non-contrôle.
Bien toujours. sûr, parce que la grossesse et la maternité, la parentalité, c'est beaucoup de lâcher prise aussi. Donc en fait, de toute façon, ça continue toute ta vie. Oui, c'est un lâcher-prise, mais tu sais, c'est fort, c'est en lien avec la vie et la mort. Ouais. C'est directement en lien avec la peur de disparaître, la peur de ne Mmh. pas exister, la peur de, voilà, de perdre une partie de soi quelque part s'il arrive quelque chose à l'enfant. Vu Mmh. que l'enfant doit un peu combler quelque chose en nous, hein, Mmh. c'est aussi le danger que si il arrive quelque chose à cet enfant-là, qu'on se perd complètement. Mmh. Ouais. D'ailleurs, ce recentrage je sais pas toi, mais ce recentrage que moi je fais avec les clientes avant Mmh. l'enfant, il est hyper bénéfique parce que je Tout le à vois fait. maintenant à travers mes coachings enfin, les guidances de vie au féminin que je donne à des femmes Mmh. qui viennent d'autres horizons. Ben, ce travail-là, elles vont le faire après. Parce qu'elles se C'est ça. retrouvent à un moment donné encore et encore face à elles-mêmes et face à ce Mmh. vide qu'on a tous en nous et Ouais. qu'un enfant n'est pas là pour combler. Donc l'enfant, il est là l'enfant nous occupe, il nous comble pas. Il nous occupe pas il nous occupe juste suffisamment longtemps pour ne pas le ressentir ce vide, mais après Mmh. il va refaire surface. Ouais, c'est pour ça aussi que je leur dis toujours et même si, parfois elles sont pas encore prêtes à l'entendre, mais que ce temps d'attente, c'est un cadeau qu'on peut utiliser pour soi, en fait, pour justement faire ce chemin, et ne plus avoir à le faire ou en tout cas juste à le poursuivre après, une fois que l'enfant est là. Parce que ces prises de conscience, je pense qu'il y a énormément de femmes, de mères, qui l'ont, mais après, en fait. Et on n'est pas forcément dans des dispositions, parfaites quand l'enfant est là et qu'on a tous ces chamboulements, en fait. Donc c'est vrai que, beh, quitte à attendre, quitte à avoir ce temps d'attente, autant se recentrer sur soi avant et se connaître soi, connaître ses besoins, ses envies, qui on est, qui on a envie d'être, avant cette grossesse, en fait. Oui, exactement. Et Mmh. mais je sais pas toi, mais moi je me rappelle de ce sentiment d'impuissance qui me coupait le souffle de de ne pas savoir où Mmh. euh, où agir et où lâcher. Enfin, Ah c'est un bah, truc, clairement. c'est hyper compliqué à gérer parce qu'en même temps, on nous demande d'agir, de prendre des Mmh. décisions, de dire oui ou non à Mmh. la PMA. En même temps, ben, maintenant, en plus, il y a 10 ans, il n'y a rien qui existait, mais maintenant, Bah oui. Mmh. voilà, moi, je parle sur Insta, il y a d'autres personnes qui parlent sur Insta, on nous dit tous de lâcher prise, C'est d'accepter, ça. de ne pas penser ou de penser, enfin, on ne sait plus d'où Mmh. donner de la tête. Et moi, quand on tous cette démarche finalement euh, d'action, parce il y a une phase d'action, il y a une phase d'accueil, hein, on a dit, hein, il y a une partie qu'on ne contrôle pas, mais c'est ça qui me passionnait finalement, en fin de compte, c'est comment moi-même je peux agir sur mon bien-être, sur moi, Mmh. sur ce que je vis, sur ce que je ressens, sur ce que je suis, pour favoriser finalement non seulement l'arrivée de l'enfant, mais aussi pour favoriser mon bien-être dans ma vie en général, pour Mmh. que ça redevienne plus une question de vie ou de mort d'avoir un enfant, parce que c'est ce que chez moi, c'était clairement ça, c'était une question de vie ou de mort d'avoir d'enfant ou pas d'enfant. Ouais, je pense que c'est réapprendre, en fait, c'est de comprendre ce sur quoi on a la main, en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir une part de contrôle. Il y a des choses sur lesquelles on a la main et il y a d'autres choses qu'il faut vraiment accepter comme, hem, on ne peut pas contrôler ces choses-là, en fait. Comme tu disais tout à l'heure, il y a toute une partie du processus qu'on ne peut pas contrôler. Le quand, on ne peut pas le contrôler. Le comment, même si on a des choix à faire, on n'a aucune garantie que ça fonctionne. Donc il y a des choses sur lesquelles il faut lâcher. Et c'est sur ça, en fait, qu'il faut apprendre à lâcher prise dans le sens accepter, en fait, je pense. Mais il y a plein d'autres choses, en fait, qu'on peut contrôler. Mais je pense, comme tu dis, que le plus important, c'est de contrôler des choses qui nous concernent, c'est-à-dire notre bien-être avant tout, et déplacer le curseur, pas essayer de ne plus mettre ce curseur uniquement sur ce projet d'enfant, sur ce désir d'enfant qui prend tellement de place en fait dans notre vie, et juste se remettre un petit peu au centre de nos priorités. Voilà, mais c'est bien que tu me lances là-dessus, parce qu'en fait, j'ai envie de, j'ai plutôt envie de parler de la responsabilité que nous avons
dans ce Mmh. processus et dans la vie en Tout à général. fait. Et je Mmh. crois que si on se rend compte qu'on a une certaine responsabilité, si on est prête à accepter qu'on a cette responsabilité-là, on redevient actrice de nos vies, on Mmh. redevient actrice voilà, de plein de choses, et puis ça nous évite un tout petit peu le sentiment de toujours subir. Ouais. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant, je crois, que de toujours revenir à soi. Ça veut dire de ne pas se concentrer toutes ses forces sur faire venir bébé ou de mettre toutes ses forces dans la PMA, mais de toujours se dire, en fait, mes forces à moi, elles vont dans moi face à la PMA. Les forces, elles vont dans moi face à ce bébé qui vient pas. Donc, la question n'est plus pourquoi bébé ne vient pas, mais pourquoi je me sens comme je me sens face à ce bébé qui vient pas. Et dans cette démarche-là, c'est hyper riche parce qu'on découvre plein de choses en nous qui nous donnent des indicateurs sur d'autres éléments dans la Mmh. vie. Et on a vraiment une nécessité de revenir à nous parce que c'est que comme ça qu'on récupère des parties de nous. Et quand tu parles de lâcher prise, c'est un mot très où tout le monde Mmh. saute au Qu'on ne plafond. supporte plus. En fait, lâcher prise, c'est accepter. Accepter veut dire prendre une situation. Enfin voilà, on se rend compte que les situations dans nos vies, c'est que des situations. C'est ça. Elles sont neutres. Les situations, elles sont neutres. Hein, c'est ni bien ni mal, c'est neutre. Mmh. Euh, Nous, face à cette situation, nous filtrons cette situation Ouais. et notre unique traduction de ces situations sont nos émotions. Notre problème, c'est que nous filtrons ces émotions de nouveau. On dit, ben voilà, la tristesse c'est bien, la tristesse c'est Ouais. mal, Mmh. la peur c'est bien, la Mmh. peur c'est mal, et on juge tout en bien ou en mal. Et du Mmh. coup, tout ce qui nous estimons mal, nous le rejetons. Mmh. Mais ça veut dire que nous rejetons 50% de nous. C'est ça. Donc, on ne peut pas vivre avec. Et puis, on a toutes ces personnes, voilà, on a des Mélanie, des Jacqueline partout dans notre vie qu'on doit récupérer. Et je crois que Mmh. la vie, elle nous montre simplement des situations où on a l'occasion de se récupérer, où on a l'occasion de justement Ouais. s'accepter tel qu'on est. Oui, j'ai Mmh. peur. Oui, je suis triste. Oui, ça m'effraie. Oui, je contrôle pas. Et dès qu'on récupère ça dans le mode je m'accepte tel que je suis, ben c'est là où Mmh. on arrive finalement au lâcher prise. Et le lâcher prise, après, ça, c'est quelque chose on a vraiment lâché prise quand ça sort de notre conscience, quand on n'a même Ouais. plus conscience qu'on pense à quelque chose ou qu'on pense pas à quelque chose. Mmh. Ouais, moi je dis souvent, en fait, j'essaie vraiment, moi je ne le dis plus et j'essaye de transmettre ça aux autres aussi, en disant pour moi il n'y a pas d'émotions négatives, il y a des émotions agréables et des émotions désagréables. Mais en fait, j'aime pas ce tampon négatif comme tu dis, parce que ouais, c'est un jugement et comme tu dis, en fait, tu rejettes une part de toi et c'est aussi accepter ces parts d'ombre, si on peut dire, mais juste accepter tel que nous sommes et accueillir chacune de nos émotions sans les juger. C'est pas une faiblesse en fait de pleurer, c'est pas une faiblesse de demander de l'aide, c'est pas une faiblesse de mal vivre en fait ce parcours, d'avoir de la jalousie. C'est pas mal en fait, ça fait partie de nous et c'est s'accepter tel que nous sommes et tel que nous ressentons les choses en fait. Exactement. Pour moi, un des moments clés dans mon parcours, c'était quand j'ai participé à une conférence d'Estelle Métro de Mille et une fécondités, qui a dit Mhm. à Ouais. son public, voilà, elle nous a montré toutes les émotions qui sont présentes pendant le désir d'enfant. Et de nouveau, on parle d'il y a 12 ans Ouais. ou 10 ans. C'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Et que quelqu'un me dise, Jacqueline, ce que tu ressens est normal. Et tu as le Ouais. droit de le ressentir. Mais je suis Mm. sortie de là, mais j'étais libérée. Ouais. Simplement que quelqu'un m'a dit, tu as le droit. Mm. Parce qu'on culpabilise tellement. Vu que tout le monde nous dit, ah, c'est parce que tu y penses trop. Ah, parce que Mm. c'est trop focalisé. Ah, parce que ça vient pas, parce que si. Voilà, il faut que tu fasses si. Tout le monde a des bons conseils. Et finalement, on se rend compte que les personnes ne savent pas de quoi ils parlent. Et Mm. cette culpabilité, de nouveau, on parle du rejet de soi. La culpabilité, elle est créée parce que je fais quelque chose de faux. Je me Mm. rendais bien compte que je pensais tout le temps. Jusqu'à la fin, j'y pensais tout le temps, évidemment. Mm. Hein, Bien je ne peux sûr. pas dire que j'ai lâché à un moment donné. Non, j'y pensais tout le temps. Simplement, à la fin, je me suis permise de penser. Mm. C'est Et ça. je me suis permise d'être mal aussi et avoir peur.
après le transfert, je me suis permise d'avoir peur. C'était la seule chose que j'ai changée. De Mmh. dire: «Oui, Jacqueline, tu as le droit. Tu as le droit Mmh. d'avoir peur et tu as le Ouais. droit d'y penser». Et c'est là où on descend le stress du corps, hein. C'est ça Mmh. finalement le but de nos Ouais. accompagnements, Mélanie, c'est de détendre les corps. Mmh. C'est ça. C'est ça parce qu'en plus, il y a quand même, comme tu dis, les accompagnements autour de la fertilité et tout, les produits, les compléments, etc., ça a quand même explosé ces dernières années. Donc, il y a du positif dans tout ça parce qu'il y a de plus en plus de solutions et chacun peut trouver plus facilement en fait ce qui peut lui correspondre. Mais il y a un peu, voilà, de tout. C'est Il y ça, a un peu de tout. Et il y a beaucoup d'injonctions à la positivité. Et c'est vrai qu'on me dit souvent, mais là, moi, je stresse, j'ai peur. Est-ce que ça va faire que mon bébé va pas s'accrocher, quoi? Et ça me fait exactement. tellement mal au cœur, en fait, d'entendre ça. Et ça m'émeut même quand j'y pense parce que j'ai envie de dire, mais justement, accueillez, en fait. Il y a pas une question de gestion des émotions et il y a pas, cette quête de toujours, toujours penser positif parce que sinon on fait mal. Non, on est humain et c'est normal, en fait. C'est s'accueillir pleinement tel qu'on est. Et ce que je dis aussi, c'est que même pendant la grossesse, on va vivre des moments de stress et c'est normal, ça fait partie de la vie. Et je pense que c'est un cadeau aussi à faire à nos enfants, nos futurs enfants. J'en ai pas encore, hein, mais je parle comme si j'en avais. De leur montrer qu'on vit pas dans un monde, comme on dit, de bisounours et justement qu'il y a des émotions, en fait, à accueillir et que après ça va mieux. Après la pluie vient le beau temps et justement, c'est leur apprendre que, on passe par des moments peut-être plus douloureux, plus difficiles, mais on s'en relève, en fait et c'est accueillir toutes les émotions quelles qu'elles soient. Exactement. D'ailleurs, la nouvelle génération qui vient, des enfants qui sont actuellement déjà venus ou qui sont en préparation, ben, c'est justement des enfants qui demanderont de notre part beaucoup plus de compréhension par rapport à leurs Ouais. émotions. Et Mmh. aujourd'hui, on ne peut plus élever un enfant en lui disant relève-toi et marche. Ouais. C'est Mmh. vraiment, on doit les accueillir dans leurs émotions et Mmh. on doit nous accueillir nous aussi face à leurs émotions. Ça, Et c'est si nous sûr. n'avons pas appris ça, nous ne pouvons pas être de bons parents dans le sens où un enfant a aussi le droit de voir sa mère en colère. Un Ouais. enfant a le droit de voir son père pleurer. Un Mmh. enfant a le droit de voir que face aux problèmes, on a le droit d'avoir des émotions et que c'est tout à fait normal. On Mmh. est vraiment dans un mouvement global, j'imagine, qui doit être comme ça, parce qu'on ne Mmh. comprend pas tous les lois, hein, Mmh. mais qui nous prépare quelque part à ces nouvelles enfants qui arrivent. Mmh. Oui, tout à fait. Tout à fait, encore une fois, c'est un cadeau parce que nous, ça nous demande de réapprendre, en fait, à notre âge, à travers ces parcours, à réapprendre, en fait, à écouter nos émotions, à les accueillir, à apprendre à les vivre, en fait, tout simplement. Alors que les enfants, quand on est petit, en fait, on sait faire ça. Sauf que on nous empêche, en fait, d'écouter nos émotions quand on est petit parce que c'est pas grave, parce que pleure pas. Enfin, il y a beaucoup d'injonctions comme ça où les adultes pensent bien faire, hein. C'est pas, je pense que c'est les adultes qui se protègent, en fait, juste des émotions des enfants et qui font comme ça. Et du coup, c'est vrai que je pense que c'est un vrai cadeau pour les futures générations de leur permettre de rester connectés à leurs émotions. Exactement. Mmh. Ben ça, c'est et puis de nouveau, on revient, on retombe sur nos pieds quand on dit il faut se remettre au centre de sa vie. Je Mmh. suis toujours étonnée à quel point les femmes, quand je leur fais faire l'exercice qui est au centre de ta vie, etc., ne se mettent pas au centre. Ouais, C'est toujours, je trouve le pauvre affolant bébé, de ouais. voir ça. Mmh. Et ça vaut vraiment oui, ça vaut la peine d'être reprécisé. Et par rapport à ce que tu disais avant, si vous voyez plein d'offres, hein, d'accompagnement de fertilité, de produits de fertilité, Mmh. etc., simplement, ou si vous êtes face à votre médecin qui vous propose des choses à choisir par rapport à votre parcours PMA, Mmh. c'est toujours, la base, c'est toujours vous. Et la Mmh. base, c'est toujours qu'est-ce que ça me fait ressentir. Et de Ouais. nouveau, là, vous avez besoin d'être connecté à vous-même. Si vous Mmh. n'êtes pas connecté à vous-même, vous ne pouvez pas savoir ce que vous voulez. Donc, c'est Mmh. important de vous dire, est-ce que ça me fait sentir bien ou mal? Est-ce que ça me fait Mmh. du bien ou pas? Mmh. Parce que il n'y a pas de juste ou de faux. Je C'est crois que ça. c'est clair. Il y a pas de juste ou de faux, mais par contre, il y a de ce qui me fait du bien et ce qui me fait pas du bien. Et Mmh. ça vaut la peine d'être, ouais, d'être expérimenté, j'ai envie de dire.
Ouais, oui, oui, clairement. Ne vous jugez pas, en fait, face à ce que vous ressentez parce que, pour l'avoir vécu aussi, quand on nous parle de PMA, au départ, c'est comme toi, comme tu as dit, c'est une grosse claque et on veut pas l'entendre. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Je voulais vraiment pas l'entendre et puis, il y a toutes ces injonctions aussi de la société qui disent que le temps passe, que, bah, la fertilité féminine baisse aussi avec les années, les médecins qui mettent la pression parce que eux croient vraiment dur comme fer en leur méthode, en ce qu'ils peuvent proposer. Et du coup, je trouve qu'on se laisse, on peut vite se laisser embarquer dans quelque chose sans se poser la question si ça nous convient. Et moi, j'ai mis 3 FIV à me poser la question si ça me convenait en fait. Mmh. Et c'est énorme en fait ce qu'on fait subir parce que dans ces cas-là, on le subit à notre corps, à nos émotions, à notre esprit, à tout en fait, à tous les plans. C'est pas forcément positif de le voir comme ça. C'est pas la PMA qui n'est pas positive, c'est nous. Tant qu'on n'est pas pleinement aligné avec ce qu'on choisit de faire de notre parcours, pour moi, en fait, ça crée des empreintes en fait énergétiques, émotionnelles, etc., qui sont pas forcément bonnes pour nous, pour la suite en fait. Et c'est vrai que c'est indispensable, quelle que soit la décision qu'on prend en fait sur ce parcours, qu'on soit pleinement aligné et comme tu dis, qu'on soit pour ça, il faut être vraiment connecté à soi et ne pas juger ce qu'on ressent, ne pas écouter la peur aussi des autres parce que typiquement, j'ai reçu, une femme, à la base pour un projet d'enfant et quand on a commencé à creuser, à discuter, j'ai découvert que c'était pas son projet à elle, que c'était ses parents, que c'était les médecins qui lui disaient que c'était un peu tard et cetera et moi, j'ai tout de suite senti qu'elle avait juste besoin d'être validée dans le fait que là, tout de suite, maintenant, elle était pas prête, en fait et et Exactement. et je trouve ça fou, en fait. Je trouve ça fou parce que si elle m'avait pas, si elle avait pas écouté son intuition, en tout cas en me contactant, en ayant cette discussion, elle se serait peut-être lancée dans une PMA qui, on le sait, est très impactante dans une vie, en fait. Et ça aurait été quand même très dommage. Et ça veut pas dire qu'elle passera pas par la PMA dans sa vie, je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, elle n'était pas du tout prête à le faire. Exactement. Des fois, de se donner le droit de dire non, C'est ça. c'est une question de jours des fois, hein, mais Mais juste c'est ça. de se positionner, de dire non, peut nous permettre à passer le cap 3 jours après ou 2 semaines après. Ouais. Comme tu disais, de s'entendre valider d'une certaine manière, de dire: «C'est normal, en fait, ce que tu ressens. C'est Exactement. normal et tu as le droit de ressentir ça» et juste ça, en fait, ça débloque et comme tu dis, ça se trouve une semaine après, elle a décidé peut-être d'aller en PMA, je n'en sais rien, non mais c'est juste, voilà, de s'autoriser à ressentir sans aucun jugement. Exactement. Et tu Mmh. vois, quand tu me disais d'être pleinement aligné à la PMA, alors maintenant, dans mes accompagnements, ça va un peu plus loin en fait, parce que et je vais faire une série de vidéos là-dessus, c'est en train d'émerger dans dans ma tête. Mmh. Parce que tu vois, on se rend compte qu'on peut être aligné à la réalité qui est la PMA, ça veut dire les médecins, les rendez-vous, les piqûres, la ponction, le transfert, etc. On peut avoir accepté ça, Mmh. mais on peut être en résistance dans notre réalité à nous, parce que en fait, il Mmh. faut pas confondre qu'il y a une réalité commune, ça veut dire que la FIV en soi, le Ouais. protocole, comment elle se passe. Mmh. Mais après, on a tous une autre réalité face à cette FIV. Mmh. Elle est 100% individuelle. On n'a pas deux femmes qui ressentent la même chose par rapport à la Tout à FIV. fait. On Mmh. croit, ouais, mais tu dis bien sûr, mais je crois qu'on croit que tout le monde ressent la même chose, mais non. Mmh. On a vraiment notre réalité intérieure et je me rends compte dans mes accompagnements que les femmes qui me disent qu'elles ont accepté, oui, elles ont Mmh. accepté la FIV, la Ouais. réalité commune, mais pas Mmh. leur réalité intérieure. Mmh. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'on retrouve des résistances, des croyances, comme tu disais, hein, des choses comme ça. Mmh. Tu vois, si je peux juste te donner un exemple. Dans nos croyances, on croit que d'avoir un enfant naturellement, c'est l'approbation de Dieu que nous sommes une bonne personne, ou Dieu ou l'univers, ou Oui, oui, à qui comme on on croit. l'appelle, Mais ouais. c'est, en fait, quand on nous donne ce bébé, ça veut dire que je suis aimée et je suis acceptée par l'univers. Mmh. Donc, c'est un peu le cas de figure, tu sais, tu as un enfant dans un magasin, il veut un cadeau, Mmh. et la mère lui dit non, écoute, ce cadeau-là, je peux pas, mais je te donne un autre qui est similaire. Mais par principe, tu dis non. J'ai décidé d'avoir ce cadeau-là, je ne veux pas de l'autre. Et je Ouais. réfléchis même pas si l'autre, il est peut-être mieux.
Mm, mm. Vu que j'ai décidé que je veux, celui le premier que j'ai décidé que je voulais, ben c'est celui-là que je veux, parce que je le veux. Pourquoi? Parce que de un, je l'aime bien, mais de deux, je veux aussi que ma mère me montre qu'elle m'aime, parce Ouais, ouais. à travers ce cadeau qu'elle m'achète comme moi je le voulais. Et je me rends compte qu'il y a, c'est un type de problématique, qu'on a des femmes en train de bouder l'univers. Ça veut dire qu'elles ne vont pas accepter de faire un enfant par FIV, parce que c'est pas ce qu'elles voulaient à la base, et elles sont en train de bouder l'univers en disant, moi j'ai décidé que je le voulais de cette manière-là, je vais en tout cas pas accepter la PMA, parce que si j'accepte la PMA, ça veut dire que j'accepte le cadeau que je ne voulais pas, et surtout, j'accepte ne pas être une bonne personne. Mm. Vu qu'elles ont la croyance d'être une mauvaise personne, que Dieu les juge mauvaises parce qu'elles doivent faire appel à la PMA, c'est leur croyance qu'elles doivent accepter. Mm. Leur fausse croyance, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, tout à fait. Donc, on fait vraiment une boucle sur soi-même. Et puis, quand on peut se rendre compte de ces schémas-là, c'est là où on va directement partir dans l'alignement complet, qui est justement aussi des choses qu'on n'aime peut-être pas chez nous. Mm. Des choses, effectivement, on a des croyances, effectivement, on a des dévalorisations, effectivement, on a tout ça, mais ça, c'est aussi inclus dans l'acceptation. On Mm. ne peut pas accepter quelque chose qu'à 50% dans tout ce qui est joli. Il faut accepter aussi tout le reste qui est sous-jacent, qui n'est peut-être pas ce qu'on pensait. Mm. Je sais pas toi, mais ça m'intéresserait de savoir, d'avoir ton retour là-dessus. Mais toi et moi, on parle de blocages inconscients, de choses qui passent dans notre inconscient et qu'on ne maîtrise pas. Et on peut avoir face à nous parfois des femmes qui se sentent culpabilisées en fait quand on dit ça, de dire il y Tu a des détestes choses qui se aussi, hein? passent dans Ouais. l'inconscient, c'est ça. Ben voilà. Euh, Quelle approche en fait tu as de ça? Des femmes qui te disent mais là vous êtes en train de dire que je suis coupable en fait, que c'est de ma faute. Ouais, justement, alors j'enlève tout de suite le mot blocage parce que je n'aime pas du Ouais, tout. ouais. C'est quoi un blocage? Il faut déjà parler de ce que c'est. Un blocage, c'est une résistance contre quelque chose qui existe en nous. Mm, Donc, déjà, ça existe. Que tu veux le voir ou que tu veux pas le voir, ça existe. mm, Aujourd'hui, je t'offre la chance de le voir. mm. Et c'est ta responsabilité de vouloir le voir ou de pas le voir. Et de nouveau, je parle du mot responsabilité. Oui. Et je sais qu'il y a certaines femmes qui ne viennent pas me voir parce qu'elles savent très bien Mm. que je vais les mettre face à leurs responsabilités. Ouais. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Mm. Donc, non, c'est pas, et puis c'est, de nouveau, c'est pas parce que je travaille sur moi que j'aurai mon enfant. Ouais. Et puis d'ailleurs, tu t'es d'accord, on ne peut pas savoir si la fille va marcher parce qu'on a levé une Non, croyance inconsciente ou parce que, voilà, c'était juste le bon moment pour elle. bien sûr. Là aussi, nous, on a certainement assez d'humilité pour se dire, Oui, OK, on a pu aider cette personne sur son chemin, mais on ne sait pas exactement sur quelle roue il fallait tourner bien pour sûr. que finalement ça marche, parce qu'il y a toujours plusieurs choses à la fin. Tout à fait. Mais ce que nous, on expérimente, et c'est ce qu'on a parlé avant qu'on a commencé à enregistrer, c'est que quand on met les mots sur cette croyance inconsciente, Mm. il y a comme un silence dans la pièce dans ce moment. Il y a comme une grâce, on a des frissons, Mm. on sent qu'il y a quelque chose qui s'est envolé. Ouais. Et finalement, ça s'envole pas parce qu'on veut que bébé arrive. Ça s'envole parce qu'on veut avoir une autre vie. Oui. C'est parce qu'on veut plus profiter. Le but, c'est aussi après de profiter de la maternité. C'est pas d'avoir les deux traits sur le test et de se dire, waouh, je continue de souffrir alors que j'ai mon enfant. C'est ça. Non. Le but, c'est de se dire, OK, je saisis l'occasion, je saisis ma responsabilité et je vais aller voir des choses que j'ai au fond de moi parce qu'on en a tous, Mm. que j'ai envie. Et de nouveau, je parle de récupérer des pièces de nous, des choses de nous qu'on a peut-être oubliées, qu'on a laissées quelque part. Mais quand on trouve après cette croyance inconsciente, le but, c'est même pas forcément de la changer. Parce que quand simplement on lui montre notre présence Mm. et qu'on se met à aimer le fait qu'on se dévalorise, qu'on se met à aimer le fait qu'on se juge trop, qu'on est trop Mm. dur avec nous, que même qu'on se met à aimer qu'on n'arrive pas à accepter nos émotions. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça finalement lâcher, c'est pas Mm. essayer de changer, c'est d'essayer d'aimer ces choses-là que je fais apparemment faux. Oui, je fais faux et puis quoi? Oui, j'y pense trop et puis quoi? Mm. Oui, j'ai un sentiment d'urgence et puis quoi? Mais si Mm. j'accepte que j'ai ça, ben, j'ai déjà récupéré une partie et je suis plus en résistance. Ouais.
Tout à fait. Et justement, en fait, est-ce que toi, dans ton cheminement, tu disais que c'était devenu vraiment quelque chose d'obsessionnel, ça avait pris vraiment toute la place dans ta vie. Est-ce que, c'est avec ton recul d'aujourd'hui que tu arrives à tenir ce discours ou est-ce que malgré tout, avant, d'avoir tes enfants, tu avais réussi à prendre un petit peu de recul et à déplacer le curseur, comme je dis, sur ce désir, obsessionnel, en fait, d'enfant? Alors, le recul que j'ai aujourd'hui, non, je suis toujours en train de le construire, tout de regarder derrière justement la situation, de découvrir l'humain dans son fonctionnement face à la vie. Ça, c'est quelque Mmh. chose que je suis en pleine dedans, mais que maintenant, hein. Ça n'existait pas avant. Mmh. Avant, j'étais vraiment concentrée sur moi, sur l'enfant que je voulais. Et moi, ce qui m'impressionnait, c'est que j'avais l'impression d'être dans une verrière et je voyais à travers la vitre la vie d'après. Je les voyais, mes enfants. Je les Ouais. sentais. Je me Mmh. voyais être mère, mais je Mmh. ne pouvais pas y aller. Et j'étais Ouais. foutue, vraiment coincée dans cette foutue verrière pendant des années et je ne pouvais pas y aller. Et ma motivation première, il faut être clair, c'est que je voulais réussir. Ouais. Hein, il n'y a pas à enjoliver. Mais après, j'étais consciente que je ne pouvais pas être à ce point saisie d'un sentiment d'arrêter d'exister si l'enfant venait pas. Ouais. Ça, c'est pas possible. Je veux dire, si j'ai la moindre once d'amour pour moi-même, c'est que ça ne peut pas. Ça ne peut pas. D'ailleurs, même si vous êtes maman et vous avez déjà un enfant, si vous avez l'impression que si cet enfant n'est pas avec vous, vous n'existez pas, il y a vraiment quelque chose à faire pour vous. Ça veut dire Mmh. que vous avez besoin de vous récupérer quelque part. Et je Ouais. crois que j'ai simplement senti que je devais, pour survivre, c'était une question de survie à la fin j'avais quand même envie de vivre ma vie et d'aimer ma vie, tu vois. Ouais. Et, et j'ai dû, en reculant, me concentrer sur moi-même. Je ne voulais pas, mais Mmh. j'ai dû le faire. Mais quand même, il faut. Et c'est ça aussi, hein, quand nous, aujourd'hui, on parle. Je pense qu'il y a plein de filles qui se disent, ouais, c'est un discours théorique et ésotérique qui me sort pas de ma souffrance. Mmh. Mais ce qui est très concret dans la souffrance, c'est que vous la sentez dans votre corps, tous les Ouais, jours. c'est ça. Et ça, si vous vous aimez, mais vraiment un tout petit peu, vous vous dites non, mais ça peut pas. Il faut que je me sente mieux parce que je m'aime quand même suffisamment pour vouloir bien vivre ma vie et pas accrocher toute ma destinée à un élément. Parce que si Mmh. cet élément vient ou vient pas, ça veut dire que moi j'existe ou j'existe pas. Et finalement, c'est ça qu'on travaille, c'est de se dire, OK, mais comment je peux, par des petites choses dans le quotidien, diminuer ma souffrance et diminuer cette impression que je vais mourir. C'est le concret. Parce que c'est toujours ça le jonglage hein, entre nous, notre vision qu'on a qui est qui est avec beaucoup de recul. On va très très loin, nous. Mais des Oui. fois, il faut faire attention de pouvoir apporter aux clientes des choses concrètes avec qui elles Oui. peuvent aujourd'hui encore commencer à se sentir mieux. Mmh, c'est ça. Se souvenir du chemin. Voilà. On n'était pas là il y a quelques années. Et par contre, alors ça, c'est vrai que c'est pas du tout ésotérique, du tout, du tout. S'occuper de soi, c'est la base de tout, dans Oui, tout. de toute façon. Mmh, Et ça commence par chaque jour se demander qu'est-ce que moi j'ai envie, c'est qu'est-ce qui ça. me ferait du bien. Quand on se juge, on se dit, mais est-ce que je suis pas un peu trop dur avec moi? Mais peut-être aussi mettre en doute cette voix qu'on a à l'intérieur de nous et Mmh. de nous dire, mais quand on n'est pas bien, au lieu de nous dire, ah, mais de nouveau, t'as pas écouté ce qu'elle disait Jacqueline, il faut que tu vas mieux, il faut que tu te battes. Non, quand on va pas bien, ben, on se donne de l'amour, on se fait du bien, on se regarde un film, on prend du chocolat, on se fait un bain, mais on va pas se donner un coup de pied au cul. On est Non, tellement mais habitué c'est vraiment ça. à nous, Non, mais c'est vrai, souvent je dis, on est notre pire bourreau parce que c'est c'est ça. du auto-harcèlement permanent et c'est dans notre tête. Donc en fait, c'est d'une violence vraiment extrême, au final, ce qu'on se fait à nous-mêmes. Donc oui, de toute façon, déjà changer, cette petite voix et l'apaiser, de toute façon, ça ne peut apporter que de la sérénité. Mais là où moi je me suis aperçue quand j'étais dans cette situation où j'attendais mon enfant, je me suis imaginé qu'il était en haut en train de me regarder et je me suis aperçue qu'en fait, que je me disais que s'il voyait depuis le haut que j'allais bien, ben qu'il allait pas venir. Ah ouais. Dans le sens où moi je viens seulement si elle souffre de mon absence, tu vois? Mais je pense qu'on est pas mal de filles dans ce cas-là
qu'on a vraiment Ouais, l'impression que et c'est là aussi une autre forme de résistance, que si on est heureuse, que si on ne montre pas à notre maman qu'on est en train de bouder, de ne pas avoir le cadeau, ben, elle va pas nous le donner. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quelque part, on a l'impression que si on lâche la résistance, ce qui est le lâcher prise, mais si on lâche la résistance, clairement. si on accepte Ouais, que ça ouais. prend du temps, si on cherche quand même à être heureuse, on a l'impression que ça va prendre plus de temps ou ça va pas se Mmh. faire du tout. Ce qui est complètement un mécanisme inconscient et faux. Je l'ai beaucoup vécu aussi et j'avais l'impression d'abandonner mon enfant, moi. Quand j'ai Voilà, pris conscience, quand on m'a fait exactement. comprendre qu'il fallait que je travaille sur moi, que je me ressente sur moi et que je lâche prise, que j'avais besoin d'être heureuse, de remettre de la joie dans ma vie, vraiment, j'ai vécu un sentiment d'abandon de mon projet et puis on s'identifie beaucoup aussi à cette attente quand elle est longue et on se dit: «Mais qui je suis sans ce désir d'enfant qui prend toute la place dans ma vie». Mais c'est violent, hein, la claque qu'on se Ouais, prend quand même. ouais, très, très. Ouais. Et on se rend compte que ça peut pas le faire parce que vraiment, je vous assure, maintenant moi j'ai 2 enfants, les enfants, ils ne viennent pas pour nous. Ils Mmh. viennent uniquement pour eux. Bien sûr. Il y a rien de plus égoïste qu'un enfant. Ouais, tu dis bien sûr, mais tu sais que ils viennent vraiment pas pour nous. Ouais, ouais. Ils ont Ouais, ouais. rien à foutre de nous. Mmh. Ils viennent pour vivre leur vie. Mmh. Nous, on est là pour les accompagner et leur donner une certaine stabilité, sécurité, mais Mmh. ils viennent pas pour nous, jamais. Mais c'est d'autant plus important, je pense, de le comprendre avant, parce que je pense que la claque est moins dure aussi après, parce que comme tu disais, on en attend tellement, en fait, de cette maternité, de cette aventure. Je pense que oui, ça ne peut être que violent aussi de se rendre compte que, bah non, comme tu dis, ils viennent pour eux, et que je pense que notre mission de parents, c'est de les guider sur leur chemin. Et comme tu dis, tant qu'on est encore dans cette quête de combler quelque chose chez nous, il y a un déséquilibre en fait qui se crée. Et à partir du moment où on a compris qu'on avait quelque chose à combler chez nous, c'est aussi là où on revient sur le sujet de la responsabilité. On est les seuls responsables et en capacité de combler en fait ce manque. Oui, et puis tu sais, moi je pense aussi que on ne peut pas guider quelqu'un sur son chemin si nous-mêmes on est perdu. C'est ça, Alors on a tout le à droit fait. d'être perdu, hein, je dis pas qu'on n'a pas le Bien droit, sûr. mais c'est pas l'enfant qui vient nous sortir de là. Mm. Et moi je l'ai vu avec Zoé quand elle est née, mais c'était terrible comme j'étais perdue. Et puis là aussi de nouveau parce que cet être il naît et puis on contrôle rien du tout, du tout, du tout, du tout. Mm. Et quand on aime le contrôle, et je l'aime toujours, hein, Ouais. je me suis pas débarrassée du sujet, hein, ne vous inquiétez pas. Je le retrouve dans chacune de mes séances que je me dis: Ouais. «Ah, et comment ça va se passer?» et cetera. Mais Ouais. ouais, je suis toujours dans l'apprentissage de lâcher le contrôle, toujours. Mm. Parce que ça Ouais. va m'accompagner toute ma vie. Ouais, je pense qu'on l'a tous un peu de toute façon, ce besoin de contrôle, c'est inhérent à notre vie d'être humain, je pense. Oui. À différentes échelles, mais ça fait partie de tous. Et est-ce que tu as des choses à ajouter sur ça? Oui, peut-être que voilà, moi je vois aujourd'hui ma relation que j'ai avec mes enfants et j'ai vraiment l'impression que je sais les laisser libres et Ouais. que j'attends rien d'eux, vraiment rien, et puis que je peux les accompagner et qu'ils peuvent être libres et que moi je peux aussi être libre de mon côté Ouais. dans ma réalisation à moi, parce que c'est mon droit aussi hein, de continuer à être Mmh. une femme et une personne et pas seulement une maman. Mais tu vois, quand on est dans cette souffrance, je pense toujours aux filles qui nous écoutent, ben eux, elles se disent ouais, ok, je veux bien être une bonne maman et laisser libre mon enfant, mais là maintenant je souffre, j'ai mal, qu'est-ce que je fais? Le Ouais. problème, c'est que c'est pour ça qu'on veut au plus vite cet enfant, parce qu'on se dit le plus vite qu'il vient, c'est tout à fait normal, hein, c'est une conclusion tout Ouais. à fait rapide qu'on fait. Voilà, comment je peux, ma souffrance vient du fait que mon bébé vient pas, c'est ce qu'on Mmh. croit en tout cas. Ouais. Et alors la seule solution, c'est qu'il vient. Voilà. Mmh. Donc la conclusion, elle n'est pas si simple que ça. C'est pour ça que des personnes comme nous sont utiles, parce que quand on comprend pourquoi on souffre autant face à ce bébé qui vient pas, ben, ça peut vraiment nous aider à guérir, ça peut nous aider à aller mieux et puis à redevenir actrice du processus. Hein, parce C'est qu'on est ça. tellement en train de subir cette souffrance qu'on ne Mmh. sait plus où donner de la tête et d'ailleurs on ne sait plus comment se sortir de cette spirale. Et c'est pour ça des personnes comme nous sont importantes et j'espère vraiment que l'accompagnement va devenir
un réflexe, même pour les filles Ouais, avant la PMA, parce que c'est c'est aussi ça, bien tout à de fait. préparer le terrain avant qu'on se lance dans le Mmh, désir d'enfant, de mmh, prendre un peu sa vie, de faire un tour d'horizon de sa vie, tout ce qui touche à notre vie, puis de se dire, OK, où est-ce que je me sens bien, bien, pas bien, qu'est-ce que je peux ouais. faire, etc. Donc cette souffrance, elle peut seulement véritablement s'arrêter, elle va s'atténuer avec le temps que vous vous accordez. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Par rapport à ton activité justement, comment ça fonctionne? Est-ce que tu reçois des couples, plus de femmes ou uniquement des femmes? Uniquement des personnes qui sont en PMA ou est-ce qu'il y a des gens qui peuvent venir avant? Alors, je pense déjà qu'on attire tous des personnes à qui on peut être utile. C'est ça le plus Mmh, important, hein. Donc, c'est vrai. on va chacune ou chacun qui se lance dans un projet de thérapeute ou de coaching va attirer des personnes qui correspondent à l'aide qu'on peut proposer. Mmh, Donc, moi, j'attire principalement des clientes en PMA et d'endocytes parce que d'accord. je pense que c'est là-dedans où je suis une plus grande aide parce que je n'ai Ouais, pas conçu naturellement ou je n'ai pas vu le miracle se produire. ouais. Si on a conçu naturellement et si on a vu le miracle se produire, comme c'est le cas de la femme qui m'a formée, elle attire plus de personnes qui sont plus dans la conception consciente, peut-être avant la Ouais. PMA, qui aimeraient d'une voie naturelle avoir cet enfant. Alors moi, j'ai l'impression que je ne suis pas vraiment utile dans ce domaine-là parce que j'ai la peine à y croire vu que je ne l'ai pas expérimenté. Ouais, je comprends. Et dans ce cadre-là, j'ai des personnes, donc en PMA, dont ovocytes, j'ai des couples, bien sûr, qui viennent aussi, mais là, c'est plus pour un coaching PMA, plus terre à terre, de dire, OK, on va reprendre tout ce qu'on fait dans la PMA, on va reprendre toutes les possibilités que vous avez à disposition et on va un peu voir où se situe votre envie d'aller, qu'est-ce que vous avez encore envie de faire ou pas faire. Et là, l'homme est toujours très reconnaissant parce que voilà, il a pas seulement l'avis du médecin, mais aussi un avis extérieur qui reprend un peu tout ce qui se fait. Et D'accord, après, OK. j'ai tout le côté émotionnel et spirituel avec les annales akashiques maintenant, où je travaille plus spécifiquement sur la femme et son bien-être à elle. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer justement en quoi ça consiste, les annales akashiques? Simplement, quand je me suis lancée en tant que coach en désir d'enfant, déjà le mot coach, voilà, il est ce qu'il est, c'est le terme officiel de ce que j'ai appris. Mais c'est plus un accompagnement. J'ai remarqué que je pouvais ressentir ce qu'a besoin la personne avant même qu'elle vienne à la séance. Ouais. Donc, j'ai même préparé les séances à l'avance. Mmh. Donc après, suite à ça, j'ai pris des cours privés avec une médium qui a, qui m'a pas aidé à travailler sur les personnes décédées, mais qui m'a simplement aidé à travailler sur l'intuition, Mmh. tu vois, sur des numéros de téléphone, sur des photos, sur des enveloppes fermées, etc. Comme ça, j'ai pu travailler mon outil qui est devenu mon outil principal, c'est de me connecter aux personnes avant qu'elles viennent pour Mmh. déjà un petit peu voir justement où se trouve son inconscient par rapport aux problèmes posés. Ouais. Et suite à ça, je me sentais un peu seule parce que c'est vrai que c'est un chemin un peu exclusivement autodidacte, Mmh. où quand j'ai entendu parler des annales akashiques en juin passé, ça m'a vraiment été une révélation. Je me suis dit, mais c'est là-dedans où je vais trouver, si tu veux, un peu d'aide pour me sentir moins seule, parce que c'est Mmh. une connexion au guide de chaque âme. Et Mmh. ces guides protègent cette bibliothèque qui contient tout ce qu'a vécu l'âme du début jusqu'à aujourd'hui. Et dans cette bibliothèque, si la cliente me donne l'autorisation d'y aller, je peux trouver des informations encore plus précises par rapport à ce que je ressentir déjà à la base. Mais on Super. n'y croit pas. Jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est là où j'ai perçu les plus grands changements Mmh. auprès de mes clientes. Et ça n'est pas dans mes mains, hein, c'est vraiment quelque chose qui vient d'ailleurs pour ouais, la chose pour laquelle je suis très reconnaissante. Ouais, ouais, ouais. Tu as écrit un livre aussi récemment. Oui, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? si tu veux, j'ai remarqué que j'ai comme développé un peu une méthode qui m'est propre. Parce que justement, je pense par cette envie de contrôle. Hein. Tu es Mmh. d'accord que quand on est face aux êtres humains, chaque être humain est tellement vaste Ça, que c'est de sûr. synthétiser une approche d'accompagnement est hyper, enfin, presque impossible. Mmh.
Mais par rapport à moi, ce que j'ai vécu, par rapport à comment ce que j'ai pu percevoir dans mes accompagnements, j'ai essayé, ouais, de créer comme une méthode qu'on Mmh. peut concrètement appliquer dans son quotidien pour justement arriver à un mieux-être du corps, des émotions et de son âme aussi, de son Mmh. mental également, hein, c'est très important les pensées aussi. Donc vraiment cette conscience que tout est lié, que les Mmh. pensées sont liées aux émotions, que les émotions sont liées au corps et à l'âme. Ouais. Et du coup, ça ne s'adresse pas qu'aux personnes en PMA finalement? Non, c'est un livre qui parle du désir d'enfant, en attendant que bébé arrive. Donc Ouais. n'importe où vous vous situez, vous pouvez, si vous ressentez une souffrance, hein, parce que ça ne doit pas forcément être une souffrance Oui, d'être en bien sûr. attente. Mmh Hein, il y mh. a des Tout à personnes fait. qui ne sont absolument pas en souffrance et qui prennent les choses comme elles viennent parce qu'elles ont cette chance-là de ne pas Mmh. traduire cette situation comme une punition, je Comme une pense. souffrance ou une punition, ouais. Oui. Mmh. Ouais. On peut le trouver où ton livre? Sur mon site, on peut D'accord, payer par carte crédit, puis après je l'envoie. super. Bah, je mettrai de toute façon toutes les références dans les notes du podcast et tu proposes aussi des formations pour, devenir coach en désir d'enfant. Comment ça se passe? C'est sur 3 jours. C'est Ouais. un peu le même principe que le livre. Ça veut dire que c'est vraiment de reprendre l'être humain et la souffrance de cet être humain face à ce désir d'enfant et face à la PMA, et de proposer aux femmes qui veulent accompagner Mmh. des femmes dans cette souffrance-là, une méthode, des outils, une approche qui est la mienne. Encore une fois, hein, et d'ailleurs c'est très important de le dire, c'est que chaque personne que vous rencontrez a que son approche. Tout à fait. Finalement, il n'y a pas de certitude, il y a pas de juste ou de faux. De nouveau, c'est juste soit la personne nous convient ou ne convient pas, ou l'approche nous convient ou ne convient pas. Mmh. Et cette formation-là, maintenant, ça va être la 6e édition. Et c'est vrai que ça me reconfirme chaque fois que c'est juste quand même, parce que je vois que c'est une formation qui propose une palette complète, une approche complète, mais qui bien sûr n'y peut pas aller au fond de chaque approche, hein. On peut approcher la détente, on peut approcher voilà, le corps physique, l'émotion, Mmh. etc. Mais on ne peut pas donner une formation dans chaque domaine approfondi. Je Non, bien donne sûr. des Mmh. outils à utiliser. On peut tout de suite commencer à accompagner avec ça si on a la confiance en soi suffisant. Mais après, Mmh. je pense que suite à ça, comme ce qui s'est passé chez moi, on va se trouver, comme toi, tu l'as fait d'ailleurs aussi, Mmh. hein, on Ouais, va se trouver un domaine ou deux domaines où on est plus passionné que d'autres. Voilà, on est soit ouais, plus passionné par les émotions, soit plus ouais. passionné par le mental. On peut aller plus dans l'hypnose, on peut aller dans la Mmh. réflexologie. Mmh. Donc, tu vois, finalement, on a tous notre manière d'approcher l'humain et le seul objectif, c'est d'atténuer ses souffrances. Tout à fait. Comment ça se passe en fait quand si une femme ou un couple, veut prendre contact avec toi? Tu pars sur un accompagnement qui dure un certain temps, ou tu proposes des séances juste, one shot? Avec les annales akashiques, c'est vrai qu'on peut faire un one shot parce qu'on va aller droit au but et après, on a Ouais, besoin d'un certain temps d'assimilation. ouais. Si tu veux, on est clair là-dessus qu'un coaching ne peut pas avoir lieu en une séance. Mmh. Mais on peut, en une séance, déjà donner suffisamment de clés pour avancer un petit bout de temps et pour se sentir déjà un peu mieux par rapport à ce qu'on vit. Maintenant, je n'aime pas obliger la personne à revenir vers moi ou dans un laps de temps défini parce qu'elle doit sentir en elle que c'est le moment de me Mmh. recontacter et qu'elle a envie d'avoir cet accompagnement une heure de plus. Et c'est comme ça que ça marche le mieux parce qu'elle est du coup pleinement alignée à cette envie de responsabilité qu'elle a. Justement, vu que c'est une Ouais. responsabilité, on vient pas seulement écouter ce que je dis. Après, c'est aussi, on doit aussi peut-être un peu appliquer ou changer certaines choses dans sa vie au quotidien. Ouais, tout à fait. Et j'ai une dernière question, justement comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'offres aujourd'hui, beaucoup de choses qui se créent, donc des accompagnements, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent, concerner la fertilité. Il y a la sophrologie, l'hypnose, l'acupuncture, les accompagnements, les coachings, les thérapies. Comment, les femmes qui nous écoutent décident en fait vers qui aller?
quoi faire. Parce qu'on a envie de faire tellement de choses Bah, d'un on a envie de côté, faire bien, parce c'est que ça. si on fait bien, Dieu ne va nous donner notre enfant, n'est-ce pas? Et Ouais. si on fait faux, ben, il vient pas. Mmh. Et on revient sur le sujet de se connaître soi-même et de connaître ses envies. Chaque personne doit savoir ce qui la fait sentir bien. Ça, c'est Ouais. votre seul indicateur. Est-ce que ça Mmh. vous fait vous sentir bien ou mal? Qu'est-ce que vous aimez? Moi, je crois que moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, que j'entends parler d'une personne, ou je la vois sur Instagram, ou je la vois dans n'importe quel autre contexte, je sens que je dois aller Mmh. vers cette personne, j'y vais. Et Ouais. en tout cas, moi, j'ai toujours un premier contact téléphonique avec chaque cliente ou future cliente, Mmh. même parce qu'elle doit sentir si je suis la bonne personne pour elle. Ouais. Si elle sent que je le suis, ben tant mieux. Mais si pendant le téléphone, elle se rend compte que non, elle le sent pas, mais c'est pas grave. On ne Bien prend pas de sûr. rendez-vous parce que moi, Ouais. tu vois, je veux pas obliger quiconque à, à venir en séance, non. Et on est Ouais, ouais. complètement libre et puis on doit décider si ça nous dit ou si ça nous dit pas. C'est tout. Ouais. Ouais, oui, parce qu'on entend aussi, «Mais comment je sais que ce sera la bonne personne?» Mais pour moi, il n'y a pas une bonne personne. C'est encore une fois se connecter à soi et il y a encore cette notion de responsabilité que quand vous venez nous voir, en tout cas en tant que thérapeute, accompagnant, coach et cetera, on va vous aider, on va vous donner des clés, on va essayer de mettre le doigt sur, des choses à libérer. Mais en fait, la personne qui fait le travail, c'est vous et il faut vraiment prendre conscience que du coup, vous êtes aussi maître de votre parcours. Personne n'a la solution miracle, en fait et c'est aussi ça qui nous frustre, hein, dans ce genre de parcours et dans beaucoup de choses dans la vie, au final. Mais il y a pas de recette miracle et en plus, chacune aura son parcours et sa recette, au final. Je pense, moi, je dis: «Suivez votre cœur pour savoir si vous êtes appelé exactement comme toi». Moi, je sais maintenant, je suis tellement connectée à moi que je sais qu'il faut que je contacte cette personne. Je l'ai vu, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas forcément que ses mots, c'est pas son physique, c'est une énergie en fait. C'est un Mhm. appel du cœur où je sais que cette personne va m'apprendre quelque chose, quel qu'il soit en fait. Je ne sais pas d'avance, je me dis pas que cette personne va m'apporter enfin la solution pour avoir mon bébé, mais je sais qu'en fait là, ça répond à une étape dans mon chemin. Exactement. Et Mmh. quand tu me dis, mais comment je sais que je fais bien de contacter cette personne, j'entends tout de suite la peur qui me dit, mais comment je fais pour avoir au plus vite ce que je désire? C'est ça, toujours. Et Mmh. ok, mais il faut pas oublier une chose, et c'est vraiment important, je trouve, de le préciser, c'est qu'il n'y a pas de chemin direct de A à B. Ouais, Pour moi, il a fallu des centaines, je donne toujours l'image de puzzle. Il y a parfois cette image de la famille, elle se construit pour certaines personnes avec une seule pièce. ouais. Pour d'autres, il y en a 10. Pour d'autres, il y en a 100. Mais si vous mettez pas une pièce avec une pièce avec une pièce, si vous voulez tout de suite avoir la toute grande pièce, ça ira pas. Il faut Mmh. faire confiance que si vous mettez une pièce, ça va vous donner l'indication de la pièce prochaine, et ainsi de Ouais. suite, jusqu'à ce que vous avez terminé l'image. Je n'aurais jamais pu imaginer toutes les pièces que j'aurais besoin pour avoir mes enfants. Mmh. Et c'est pas comment je peux y aller au plus vite, c'est qu'est-ce que maintenant, dans mon moment présent, je sens de faire. Pas Mmh. vous imaginez, ça doit être la bonne décision, la mauvaise. Il n'y en a pas de bonne ou mauvaise décision. Il y a la décision qui est juste pour vous aujourd'hui. C'est la même chose face au médecin. Parce que vous allez peut-être prendre une décision qui va vous donner une réponse pour la prochaine décision et ainsi de suite. Une décision, une rencontre va vous donner l'indication pour la prochaine rencontre et ainsi de suite. Vraiment, voyez la vie comme des petites pièces de puzzle qui se rassemblent et pas comme une grosse pièce que vous, soit je prends la mauvaise ou la bonne décision ou la mauvaise décision. C'est pas Mmh. ça, c'est que c'est une chose qui donne une chose qui donne une chose. Et à la fin, vous avez une magnifique image. J'adore. Merci beaucoup pour, cette magnifique, métaphore, j'adore Je t'en prie. et ça va faire une belle conclusion. Merci infiniment pour tous ces partages, Merci Mélanie, c'était un c'était plaisir. c'était un super moment et j'ai adoré, partager tout ça avec toi et je pense que ça plantera des jolies petites graines, Bah, chez écoute, celles qui vont nous écouter. et j'espère qu'on aura le plaisir voilà, de refaire quelque chose ensemble. Je trouve toujours
hyper intéressant de se lier entre nous parce qu'on est tout plein de petites étoiles de lumière pour les gens qui vivent dans le noir et puis chacune a son rôle à jouer. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Jacqueline. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur Instagram en taguant le compte Serendipity le podcast. Si vous souhaitez vous aussi témoigner, vous pouvez m'écrire sur mon site www.melanie-esnar.com ou via mon compte Insta, je serai ravie d'échanger avec vous. Enfin, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez écrire un commentaire et mettre des étoiles sur votre appli de podcast préféré. C'est la meilleure manière de donner de la visibilité au podcast. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans 15 jours.